Un article du hors-série spécialité Jurassic Age de Pensée magique, Petite histoire de la médecine ou la magie des sciences par Saiko. Si depuis la nuit des temps, les humains ont dû faire face à de nombreux problèmes sanitaires, la compréhension de ces phénomènes est restée longtemps très rudimentaire. Il est plus aisé d'expliquer une douleur en observant une blessure visible ou une plaie qui s'infecte que de faire le lien entre une fièvre et une infection virale invisible. Ainsi, il est facile de comprendre que l'humain a été tenté pendant des siècles d'expliquer certains mots par le mauvais œil ou une action divine. Les croyances ayant toujours existé dans chaque civilisation, il est intéressant d'étudier d'un point de vue historique leur impact sur la compréhension et l'évolution des connaissances sanitaires de l'humanité. Il semblerait que des médecins spécialisés en paléopathologie aient pu observer sur certains os fossilisés des premières traces d'actes chirurgicaux, ou plus exactement, d'amputation ou de trépanation. Certains outils ont également été retrouvés. On suppose que ces outils étaient avant tout des objets cérémoniels auxquels on aurait attribué des propriétés magiques, notamment un pouvoir de guérison. À ce stade très précaire de l'évolution, l'homme aurait tenté, via la magie, d'influencer la nature pour se guérir. Il faudra attendre de nombreux siècles pour qu'il acquiert suffisamment de connaissances pour envisager la médecine comme une science et enfin se soigner et augmenter son espérance de vie. Des connaissances très rudimentaires. Les premières traces d'écriture rapportant des actes médicaux remonteraient au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ. Retrouvé en Mésopotamie, le Code d'Hammurabi sera le premier document connu permettant de poser les limites de la profession médicale. À cette époque, les savants ou médecins de la Grèce antique cherchaient à dissocier les pratiques magico-religieuses des soins médicaux. Parmi les plus connus de ces précurseurs de la médecine, on retrouve Pythagore, Alcméon, Héraclite et Démocrite. Ce n'est qu'après la guerre de Troie, au cours du 5e siècle avant Jésus-Christ, que le médecin grec Hippocrate développera la médecine scientifique. Il rédigera alors son fameux Serment d'Hippocrate. À cette époque, la connaissance du fonctionnement du corps humain était très rudimentaire. Et pour cause, cette civilisation étant encline à de nombreuses superstitions, le corps humain était considéré comme sacré. Les autopsies, formellement interdites, étaient passibles de la peine de mort. De fait, il était alors impossible de comprendre le développement des pathologies et beaucoup de mots ne pouvaient être expliqués. Les croyances et pratiques magico-religieuses étaient à ce moment au centre des processus de guérison. Beaucoup vénéraient un dieu de la médecine nommé Asclépios. Ainsi, l'espérance de vie d'un individu en bonne santé ne dépassait pas les 30 ans. Au Moyen Âge, en Occident, on retrouve dans les pratiques médicales un imbroglio mélangeant des restes de médecine scientifique grecque et des pratiques religieuses. Malheureusement, de nombreux documents relatant les observations passées ont été détruits lors d'épisodes guerriers. Rares sont les ouvrages qui ont pu être sauvés et référencés dans des monastères ou bibliothèques. Encore à cette période, il est difficile de séparer la religion des pratiques médicales. L'Église catholique, omniprésente, dirige les hôpitaux, les asiles et régit même l'enseignement dans les universités. Les grands chercheurs orientaux. Ainsi, en Occident, on se retrouve dans une période de stagnation. La médecine ne rencontre pas de réelle évolution et l'espérance de vie est très basse. On estime la longévité moyenne d'un individu à 25 ans et un enfant sur deux meurt avant l'âge de 10 ans. Mais fort heureusement, au même moment, dans le monde islamique, les sciences sont mises en avant. En effet, l'héritage des Grecs, délaissé par l'Occident qui se tourne résolument vers le christianisme, devient un pilier de la culture musulmane. Certains califes souhaitent enrichir de connaissances leur peuple et décident de faire construire des bibliothèques pour conserver précieusement cet héritage scientifique. Cette initiative a donné naissance à une élite intellectuelle et instruite qui a porté l'innovation dans plusieurs domaines.
notamment dans le secteur médical, grâce à l'un des plus grands chercheurs en médecine de l'histoire, Avicenne. Celui-ci rédige deux ouvrages de référence, le Canon de la médecine et le Livre de la guérison, qui influenceront le monde de la médecine occidentale jusqu'au XVIIe siècle. La médecine s'inscrit alors très vite au centre de la culture médiévale islamique et les médecins musulmans sont les premiers à ériger des hôpitaux au sens moderne du terme. Cela se fait ressentir sur l'espérance de vie de la population car on estime que dans ces contrées, 48% de la population vit entre 20 et 59 ans et que 15% peut espérer vivre plus de 60 ans. En Occident, néanmoins, il faudra attendre la Renaissance pour que les croyances populaires soient remises en cause par les travaux de deux pionniers, André Vézal et William Harvey. Les sciences peuvent enfin se développer. Les travaux d'André Vézal permettent un bond gigantesque dans la connaissance anatomique du corps humain. La mise en veilleuse de certains aspects du christianisme permet également d'autoriser l'exploration plus en détail du corps humain. Vézal pratique plusieurs autopsies qui lui permettent de complémenter les travaux d'Hippocrate et de Galien. À ce stade, ces nouvelles observations, combinées à l'héritage laissé par les savants grecs, permettent à la chirurgie de faire son entrée dans la thérapeutique médicale. Cette révolution sera entre autres portée par Ambroise Paré, médecin du roi et des champs de bataille, qui sera considéré comme le père de la chirurgie moderne. Lien entre maladie et micro-organismes. Au même moment, au XVIIe siècle, William Harvey fait la découverte d'un phénomène majeur, la circulation sanguine. C'est également le siècle où Van Leeuwenhoek invente le premier microscope. Enfin, la compréhension du corps humain et des maladies nous conduit pas à pas vers la médecine moderne. Cependant, il n'y a pas de réelle amélioration sanitaire à cette époque. Bien que les recherches avancent à grands pas, les soignants ne disposent toujours pas de médicaments efficaces. Les seuls traitements disponibles, parfois toxiques, sont issus de croyances populaires et de pratiques folkloriques encore très répandues. Cette fin de période est également marquée par la propagation de nombreuses maladies, notamment une épidémie de peste. En dehors de ces épisodes tragiques, l'espérance de vie semble tout de même augmenter. Un individu en bonne santé peut s'attendre à vivre plus de 40 ans. Il est probable que l'apparition de l'épidémiologie au XVIIIe siècle soit intrinsèquement due aux grandes épidémies. Mais c'est entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle que la magie de la médecine moderne se fait sentir. L'épidémiologie s'enrichit de deux nouvelles spécialités, la bactériologie et la virologie, qui permettent de révolutionner notre compréhension des grandes maladies. Le scientifique Louis Pasteur, pionnier de la microbiologie, découvre les germes, mettant ainsi en lumière le lien entre les maladies et les micro-organismes. Très vite, il invente le principe de pasteurisation, encore utilisé à ce jour. Et bien sûr, il est l'inventeur du vaccin, découverte qui lui vaudra sa renommée et qui permettra surtout de mettre un terme à de nombreuses pathologies. Bien d'autres découvertes et avancées scientifiques naissent également dans les mêmes années, comme le tensiomètre, la gastroscopie ou encore les rayons X permettant les premières radiographies. Pendant la Première Guerre, Marie Curie fait équiper des voitures, les petites Curie, pour en faire des unités de radiographie mobiles. De l'emprise judéo-chrétienne au New Age. Le docteur français Jean-Martin Charcot occupe également un rôle déterminant en fondant la neurologie. Il deviendra par la suite un précurseur en psychopathologie. La recherche sur les traitements médicaux, encore peu répandus, commence à aboutir autour du XXe siècle. Les avancées médicales permettent enfin l'apparition de nouvelles classes de médicaments comme la chimiothérapie, les premiers antibiotiques ou encore l'insuline. À ce stade de connaissance, après de longs siècles de questionnements et de recherches, l'homme est enfin capable de se soigner et a même considérablement prolongé son espérance de vie, puisqu'à cette époque, il peut vivre jusqu'à 70 ans, voire 80 ans pour les femmes.
Mais qu'en est-il de nos courants religieux à cette époque? Et quelle place occupent-ils dans les notions de santé et de guérison? Vers les années 1900, le paradigme judéo-chrétien commence à perdre de son influence, jugé par nos semblables un peu trop fantaisiste. Avec les sciences est apparu le rationalisme qui a permis à la population de s'interroger sur le monde qui l'entoure. Si on ajoute à cela le développement des moyens de communication et de locomotion, une grande partie de la population était de moins en moins convaincue que l'humanité avait été créée par un Dieu dont le Fils, né d'une immaculée conception, avait le pouvoir de multiplier du pain. Mais cela ne sonne pas la fin des croyances pour autant. Malgré la remise en question du modèle judéo-chrétien, il est apparu depuis une centaine d'années un nouveau paradigme, appelé New Age. Celui-ci se définit comme un courant de pensée spirituelle novateur, inspiré de plusieurs notions à l'apparence vérifiées, entre guillemets. Cependant, en y regardant de plus près, il semble que le système de croyance de ce nouvel âge ne soit pas si novateur et que ses principaux fondements ne soient qu'un astucieux syncrétisme d'anciennes idées religieuses. Des idées remises au goût du jour qui ont pour objectif de mieux s'adapter à un monde moderne. Et pour séduire, le New Age et ses prétentions irréfutables vont s'insinuer dans les sciences humaines et la philosophie avant d'être révélés au grand public. Si vous vous sentez mieux, c'est par la grâce de Dieu. Si vous ne guérissez pas, c'est que vous ne croyez pas assez fort. Remise en cause de la médecine moderne. Le New Age promet l'avènement d'une ère nouvelle où l'humanité optimisera son potentiel psychique et spirituel. Il tire ses fondements d'éléments doctrinaux empruntés notamment à la théosophie. Prétendant lutter contre une société consumériste et en perte de vitesse, ce mouvement va très vite se décliner en de nombreux courants plus ou moins religieux ou en des pratiques ésotériques. Aujourd'hui, beaucoup de ramifications du New Age présentent des prétentions thérapeutiques et il est très facile de trouver un praticien s'en réclamant sur les réseaux sociaux, sur les marchés ou dans les salons du bien-être par exemple. Énergologues, magnétiseurs, naturopathes, etc. Certains ont leur cabinet, entre guillemets, et se présentent comme des professionnels de santé, n'hésitant pas à affirmer que la médecine moderne est néfaste. En faisant appel à l'ancestralité et la tradition pour étayer leurs propos, ils oublient que nos ancêtres ont espéré voir leurs conditions sanitaires s'améliorer et leur espérance de vie s'allonger. Une question se pose alors. À l'heure où notre civilisation a su prendre conscience de l'importance des sciences pour son bénéfice, comment notre monde va-t-il évoluer si les prétentions irréfutables de ces nouveaux mouvements religieux s'insinuent dans les instances scientifiques et médicales? Merci pour votre écoute et à bientôt pour une prochaine lecture d'un article de Pensée magique pour plus d'esprit critique et moins de pensée magique.